Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Alors que les résultats des principales entreprises françaises cotées au CAC 40 sont tombés dans la semaine et sont en très forte hausse, à titre d'exemple, Total a annoncé un bénéfice net record de 15 milliards d'euros, alors que dans ce contexte de méga profits engrangés avec la bénédiction et même l'aide de l'État, suppression de l'ISF et instauration d'un prélèvement unique sur les entreprises, sur le bénéfice des entreprises de 30%, sur le revenu donc du capital, alors que l'on attend toujours de voir l'ombre de la première gouttelette de ce ruissellement qui devait arroser les basses couches de la société hexagonale, eh bien l'on apprend que Éric Woerth vient de rejoindre le camp macronien. Pourtant, pendant 5 ans, que n'a-t-il pas dit sur Jupiter et son gouvernement? Allez, on l'écoute illico, Éric Woerth dans ses œuvres. Ça manque de sincérité, un peu, tout ça. Parce qu'il y a une supercherie Macron, aujourd'hui, et qu'elle se voit tous les jours. Aujourd'hui, il salit l'histoire de France. Macron est dans la séduction, il n'est pas dans la conviction. Il est entouré des narcs, et donc son projet, il varie selon les narcs qui parlent le dernier. Le président ne connaît pas les Français. Sa façon de traiter les sujets, sa façon très technocratique d'aborder les choses, sa manière d'en rajouter pour créer des images d'empathie. On peut être élu président de la République et pas connaître les Français. Oui. C'est un transgressif. Il transgresse. Il a tué celui qui l'a fait, François Hollande. C'est lui qui a fait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a contribué étroitement à la politique de François Hollande. Je peux comprendre qu'humainement, ces transgressions à répétition sont des transgressions qui sont gênantes. Il y a une volonté claire du gouvernement d'affaiblir le Parlement. Il y a une volonté claire de concentration des pouvoirs à l'Élysée. Il faut beaucoup de réformes de toute nature. Et une bonne partie de ces réformes n'a pas été engagée par le gouvernement aujourd'hui. Macron, il dit jamais qu'il est de gauche, mais enfin, il est entouré d'experts de gauche, de fonctionnaires de gauche, la plupart des politiques sont de gauche, bon bref, il est de gauche. La majorité est une majorité de gauche, c'est une majorité socialiste. J'ai rarement entendu un président aussi flou, surtout, mais terriblement flou sur la manière de financer les annonces qu'il a hier, au fur et à mesure du temps, égrenées. Ça manque de sincérité, un peu, tout ça. Ça manque de sincérité, un peu. Voilà, Éric Woerth dans ses œuvres, et après 5 ans de critiques acerbes, égrenées régulièrement sur les ondes de radio et les chaînes de télé, eh bien, sans doute vient-il de réaliser que, contrairement à ce qu'il disait il y a 2 minutes, Jupiter avait donné suffisamment de gauche à la droite pour s'y sentir bien. Et finalement, c'est bien de se sentir à l'aise quelque part. On reparlera d'Éric Woerth un peu plus loin dans l'émission. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse, saison 33, réalisé par Paul Benaïm. Cette semaine, on parle de la revue Gibraltar, dont le 10e numéro est sorti le mois dernier. On en parle avec son directeur de publication, Santiago Mendieta. Et puis, Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine de Médiacité, journal de reportage et d'enquête sur le net, nous dira depuis chez lui au téléphone les dernières nouvelles de la Ville Rose. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Charlène Moura et Marek Kastelnik, saxophoniste, vocaliste et percussionniste pour la première, pianiste pour le second, forment à la ville comme à la scène une paire plutôt lumineuse. Leur dernier répertoire, visible et écoutable actuellement au Théâtre du Grand Rond à 19h ce soir et demain soir, évoque l'univers foisonnant des oiseaux avec humour
humour, second degré et un peu de gravité. Spectacle porté par des compositions entêtantes, un piano conçu comme la colonne vertébrale de ce duo. Et puis, c'est conçu aussi pour le saxophone explosif de Charlène Moura quant à sa voix. Entre babillage et chant lyrique, c'est un pur bonheur. On y écoute Illico Pam, un morceau donc tiré de ce répertoire qui s'appelle, comme le groupe, L'Oiseau Ravage, à écouter donc ce soir et demain soir à 19h au Théâtre du Grand Rond. C'est Caramel Mou et c'est à mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Alors, comme cela, donc, Éric Woerth a quitté les LR, peu convaincu apparemment par la campagne de Valérie Pécresse. Alors, comme cela, Éric Woerth est passé avec armes et bagages chez les macronistes après avoir dit tout le mal qu'il pensait de Jupiter et de sa bande, comme on l'a entendu en début d'émission. Faut dire qu'à sa décharge, Éric Woerth a pris l'habitude de dire tout et n'importe quoi,
comme la plupart de ses anciens copains de LR. Écoutez par exemple ce que disait Éric Woerth entre 2007 et 2010, alors qu'il était le ministre du budget du gouvernement Fillon-Sarkozy à propos de l'hôpital, et vous aurez à ce moment-là toute l'étendue du personnage. Séquence, les cons, ça ose tout, c'est même à cela que l'on les reconnaît. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, oui. On peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en France. Et c'est une bonne chose. Voilà, il n'y a pas à dire, cet homme est un visionnaire, une très bonne recrue finalement pour un gouvernement qui pilote à vue. Allez, on verra la suite de ces transferts et de ce mercato électoral qui, à défaut de parler du fond, anime joliment cette petite campagne. On se croirait à la fin de la saison de football lorsque les joueurs passent d'un club à un autre. Dashing ghosts, we ride invisible horses. We may smile a bit, rubble man standing on the wrong side of the road. Rubble man standing on the wrong side of the road. There's a town where nobody came, painted with gloom and shame. Not a single day a soul we met, not a single night on a heart to bet. In this town where nobody came, we took the time to settle down. The both of us with bloom and hat, the both of us hiding with rats. 'Cause we are dashing ghosts. We ride invisible horses. We may smile a bit. Rubble man standing on the wrong side of the road. Rubble man standing on the wrong side of the road. Through this town where nobody came, we shared our sense of fame. The city hall, we took his head. The county jail, we painted in red. Around this town where nobody came, two souls and no fame, two graves with no names.
'cause we are dashing ghosts, and we ride invisible horses. We may smile a bit, rubble man standing on the wrong side of the road, rubble man standing on the wrong side of the road. There's a town where nobody came, a town where nobody came. Mocking Dead Bird, groupe entre la Bourgogne et Toulouse. Le chanteur Daniel Scaliette étant un bourguignon bontain, le reste de l'équipe étant des musiciens toulousains. Ce Mocking Dead Bird qui sort ces jours-ci un deuxième album absolument épatant qui s'appelle Ophelia's Aptent, dont on vient d'écouter un morceau, Invisible Horses, avec un petit côté de Riders in the Storm des Doors qui est assez agréable. Simplement vous signaler qu'en même temps que ce nouvel album que l'on peut se procurer sur la page Bandcamp de ce groupe Mocking Dead Bird, eh bien on pourra également les écouter le 16 février prochain, c'est-à-dire jeudi prochain au Taquin, mercredi prochain au Taquin, puisqu'ils seront sur la scène de quasiment notre unique club de jazz toulousain pour fêter la sortie de cet album, donc Ophelia Attempts, Mocking Dead Bird. Vous croyez qu'en radio ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Bonsoir Santiago Mendieta. Oui, bonsoir Jean-Philippe. On le disait hors antenne, vous êtes un habitué de cette émission. Vous y étiez venu à l'époque où vous écriviez dans le magazine Pyrénées. On vous a également reçu pour une série de romans que vous avez pu écrire. La dernière fois, c'était pour nous parler de ce recueil de nouvelles qui se faisait l'écho de la guerre civile espagnole de 36-39 à travers un certain nombre de portraits racontant la guerre vue du côté des républicains mais aussi du côté des fascistes. Et là, vous venez aujourd'hui pour nous parler du 10e numéro d'une revue que vous dirigez donc depuis 9 ans. La revue s'appelle Gibraltar et elle est sous-titrée Un pont entre deux mondes. Avant d'aller plus loin dans l'exploration de ce 10e numéro, ces deux mondes, qui sont-ils ? Alors les deux mondes, c'est dans mon esprit, ou dans l'esprit de l'équipe, c'était autour du détroit de Gibraltar, entre le sud de l'Espagne, le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique, avec cette idée de détroit de Gibraltar, cette idée de proximité. Le détroit, ce bras de mer, il fait 12 km à l'endroit le moins large, et cette idée donc de proximité entre ces deux mondes, qui s'ignorent, qui se tournent un peu le dos, cette idée de proximité et également d'éloignement, de fermeture de la part de l'Europe qui se ferme aux migrants, aux réfugiés, aux gens qui essaient d'améliorer l'ordinaire et de fuir la misère et les dictatures. Bon, voilà. Donc c'est cette idée, c'était ça, Gibraltar. Gibraltar, qui est effectivement en ce moment une frontière, mais qui a été à un moment donné un pont, puisqu'il faut quand même rappeler que le royaume de Grenade allait des deux côtés du détroit. Tout à fait. Donc c'est évoquer ces mondes méditerranéens au pluriel, avec toute leur singularité, leurs fractures. On ne cache pas les problèmes qu'il peut y avoir dans le bassin méditerranéen, et malheureusement
malheureusement il y en a beaucoup au sud et notamment au Proche-Orient. Voilà, mais bon, voilà, c'est évoquer ça et puis aussi de temps en temps il y a un peu de lumière, heureusement. Et c'est vrai que au fur et à mesure de ces 10 numéros, vous avez pu nous parler des pays du nord du bassin méditerranéen, mais aussi des pays du sud, des problèmes liés au phénomène des migrants qui viennent s'échouer lamentablement contre nos côtes quand ils arrivent. Du nord, quand ils arrivent. Et là, avec un 10e numéro où vous faites la part belle aux îles de Méditerranée, c'est un peu la première fois que Gibraltar s'empare de ce phénomène îlien en Méditerranée. Il faut dire que les îles en Méditerranée sont assez nombreuses et ont chacune des histoires très différentes, avec des ambiances très différentes et des cultures très différentes aussi. Voilà. Alors, effectivement, on n'est pas Géo, on n'est pas un magazine de voyage, de tourisme, hein. On est plutôt à la recherche de récits, d'histoires un peu singulières. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'îles, mais bon, voilà, on ne peut pas tout traiter, hein. On n'est pas vraiment un guide de voyage, on n'est pas là pour dire, voilà, vous allez là, vous dormez là, vous prenez l'avion. Non, on voyage par le texte et par l'image, par le dessin aussi. Voilà. Et donc, l'objectif, voilà, on avait 7 histoires autour de l'Odyssée des îles, avec ce dossier sur les îles de Méditerranée. Avec 2-3 articles, 2-3 récits, 2-3 nouvelles, puisque c'est aussi le principe de Gibraltar, de faire alterner des reportages complètement journalistiques à plutôt une œuvre littéraire sous forme de récits ou de nouvelles, et avec 2-3 îles comme ça qui sortent un peu du lot, et notamment Procida, petite île de la baie de Naples. On connaît beaucoup Capri, on connaît beaucoup Ischia. Procida peut-être un peu moins. Alors Procida, comme on le dit en italien même. Pourquoi mettre le focus sur cette petite île assez méconnue de la baie de Naples? Alors c'est une île qui est très proche en fait du continent et de Naples. Hein. Il faut à peine 20 minutes, je crois, pour y aller. En fait, c'est une île qui est victime de son succès. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est beaucoup moins connue que Capri et un peu toutes les autres. Hein. Mais elle a été, comment dirais-je, elle a été nommée capitale de la culture en Italie pour 2022. Donc effectivement, il y a plein de projets. Capitale européenne. Alors européenne, je crois même italienne. Enfin bon, il y a une histoire comme ça. Et c'est vrai que avec la pandémie, etc., il y a beaucoup de gens qui se sont rabattus sur Procida. Et donc c'est une toute petite île. Et bon, on n'y circule pas en voiture, on y circule qu'en motovespa ou à pied. Et effectivement, elle est victime de son succès. Et d'ailleurs, les habitants s'en plaignent. Donc c'est un peu ça le thème. Le thème, c'est un petit peu ça sur les tentations du chant des sirènes. C'est-à-dire que effectivement, il y a des tas de projets et que les habitants ont du mal à se loger, voilà, toujours à cause du tourisme, même si la pandémie a fait que ça s'est un peu arrêté, là ça a repris beaucoup plein pot. Voilà, et donc c'est un petit peu là-dessus, et il y a des verbatim, c'est-à-dire des paroles de gens qui habitent l'île et qui évoquent l'avenir de l'île avec des regards assez marrants sur des gens très différents. Comment ça fonctionne la conception d'un numéro de Gibraltar? C'est vrai que, je le disais, il y a des reportages, il y a des reportages photos. Il y a une époque où il y avait une place qui était laissée à la BD avec Josip dans les 2 derniers numéros, fantastique illustrateur. Comment se conçoit-il et autour de quelle équipe et comment les choix éditoriaux sont-ils menés? Chaque numéro est une aventure différente en fait. Alors on reçoit effectivement des propositions, on dit oui ou non, on l'a déjà fait ou on l'a pas fait. Alors c'est qui on? Alors on, c'est des journalistes, c'est des auteurs, et puis il y a beaucoup de conceptions internes, hein, c'est-à-dire c'est du jus de crâne, hein, c'est-à-dire qu'on se creuse la tête en disant qu'est-ce qu'on a envie de raconter pour le prochain numéro qu'on n'a pas déjà fait. C'est vrai que les migrants, la migration, c'est quelque chose de récurrent. On a un sujet là sur la mer de plastique et les rêves suspendus des Africains qui débarquent sur le continent, certains avec des papiers, d'autres non, mais il y a toujours, voilà, chaque numéro est une aventure et on essaie aussi nous-mêmes, on a des envies, on a dit tiens, on a envie de
tiens, cette fois-ci, de parler des îles. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On avait fait un dossier sur les îles dans le numéro 6, mais qui m'avait laissé un peu sur ma faim. Là, je pense qu'il est plus complet, il est mieux fait. Et puis aussi, on introduit aussi de la fiction, avec des auteurs, alors pas toujours très connus, voilà, qui apportent une autre vision, parce que finalement, la fiction, ça permet de parler du réel d'une autre façon et d'aller finalement plus loin. Voilà, donc en fait, moi j'ai pas une recette en disant voilà comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de jus de crâne en interne, on commande, on essaie de trouver des gens pour faire les sujets, et puis on a aussi des propositions, qu'on prend ou qu'on prend pas. La BD, effectivement, ça fait 1 ou 2 numéros qu'on a un peu levé le pied parce qu'on n'a pas trouvé des choses qui nous plaisaient, suffisamment convaincantes. Par contre, on a du récit photo, par exemple, on a un sujet qui a été fait à Toulouse et en banlieue toulousaine sur les enfants de sans-papiers et de demandeurs d'asile privés de toit qui vont à l'école et qui sont pris en charge par le réseau Éducation sans frontières, le RESF. Et donc il y a un photographe qui s'appelle Ben Harcourt, c'est un pseudo, voilà, parce qu'il a envie de rester anonyme. Il est très proche du réseau RESF, donc Réseau Éducation sans frontières, très près des syndicats et des enseignants, qui effectivement essaient de protéger ces gamins qui sont quand même en danger, parce que soit ils habitent dans des squats, dans des voitures, dans des hôtels un peu miteux en banlieue toulousaine, et puis ils prennent un bus tous les matins très tôt pour aller au collège ou au lycée. Voilà, donc c'est des gamins, voilà, si on fait pas attention, voilà, et puis souvent les parents n'ont pas les papiers, ils sont susceptibles d'être expulsés, donc pas évident de se forger un avenir et d'avoir une éducation à peu près normale. Voilà, donc ils sont pris en charge et on a fait un récit photo qu'on a mis quand même sur 25 pages. Et on se souvient autour de ces histoires du mouvement qui avait concerné deux collèges du presque centre-ville, du côté de la Patte d'Oie, il y a 2-3 ans, et puis du soutien qui avait été donné par Réseau Éducation sans frontières, mais pas que, aux personnes qui s'étaient installées dans le gymnase Saint-Cernin en décembre dernier, et avec donc 19 enfants qui vivaient là avec leurs parents en attendant d'être relogés, et donc qui étaient scolarisés en même temps dans des écoles toulousaines. Voilà, donc on essaie de révéler un peu ce genre de sujet, et puis après effectivement on a d'autres histoires, alors plus lumineuses, d'autres beaucoup plus pessimistes, voilà, alors on essaie de balancer un peu entre tout ça. C'est une question d'équilibre, je ne sais pas si on y parvient, en tout cas voilà, on essaie de privilégier la qualité des textes, la qualité des histoires, en essayant aussi de faire durer. On n'est pas dans de l'actu, on n'est pas dans du buzz, on ne l'a pas dit, mais c'est une revue annuelle. C'est une revue qui sort en octobre-novembre, en fin d'année, juste avant un peu Noël, pour faire des cadeaux. Mais bon, on peut l'acheter toute l'année en librairie et sur notre site internet, revuegibraltar.com. Mais l'objectif, voilà, c'est vraiment que de prendre le temps, d'avoir une lecture plaisir. On n'est pas sur on n'a pas d'édition numérique, il n'y a pas de PDF, on ne le vend pas. On est une revue papier, 180 pages, sans pub, qui est assez cher, 17,50 €. Mais voilà, on paie tout le monde, on paie l'imprimeur, on paie les auteurs. Voilà, on n'est pas une revue amateur. Voilà. Après, voilà, ni militant. On est sans doute un peu engagé, mais on ne se veut pas comme militant d'un certain parti. On a évidemment une vision humaniste. On n'est pas à l'extrême, on n'est pas à l'extrême droite. On fait d'ailleurs des sujets de temps en temps sur l'extrême droite et le RN, dans le précédent numéro, sur Perpignan-Béziers. Voilà, d'ailleurs, un sujet qui est passé quasiment inaperçu avec le Covid, on a pu le présenter nulle part. C'est un peu le problème aussi, que les libraires sont pas toujours très curieux. Ils vont toujours je veux pas critiquer les libraires, mais bon, ils sont souvent sur de la facilité. C'est plutôt les gens qu'on invite, c'est plutôt les gens qui passent dans les émissions de télé. Vous voyez, bon, voilà, les gens un peu bankable. Voilà. Donc nous, on se bat un peu là-dessus et on essaie de faire en sorte que ces récits restent longtemps dans la tête. Alors on essaie aussi de faire un peu rêver, mais il y a quand même une lecture plaisir, mais qui dit des choses, pas toujours agréables, sur la Méditerranée telle qu'elle est ou telle qu'elle va ou qu'elle ne va pas. Donc avant de reparler un peu des récits et puis de récits qui nous font rêver, il y a un magnifique récit de Didier Goupil autour de 2 personnages du début du XXe siècle qui sont partis sur les traces d'Ulysse pour vérifier que les endroits qui sont décrits dans l'Odyssée de Homère avaient une réalité géographique. Avant de parler de ça, un petit point sur la diffusion. Vous en disiez deux
deux mots-là. Donc, une revue qui s'achète surtout chez des libraires. À Toulouse, on le trouve en particulier, mais pas que, mais en particulier à Ombre Blanche. Ombre Blanche, Terra Nova, on est aussi à l'autre rive, chez les frères Fleury. Bon, sur Toulouse, on est bien. On n'est pas partout, voilà. Malheureusement. Comment se fait ce travail de diffusion ? Alors, voilà, donc en fait, on est en autodiffusion. Donc c'est un petit peu le talon d'Achille de la revue, puisqu'on n'a pas trouvé un diffuseur avec qui on puisse s'entendre pour nous diffuser nationalement. Ce qui aussi nous contraindrait à peut-être faire un tirage important, donc ça veut dire sortir beaucoup de sous, et peut-être aussi gérer des invendus. Donc finalement, on est en autodiffusion, c'est-à-dire que les libraires s'adressent directement à nous, où on leur dit quand c'est que le numéro sort, et puis ils nous disent, voilà, vous nous envoyez 2, 3, 5, 10 exemplaires, voilà, et après à eux, libre à eux de les vendre, etc. En général, ils les vendent. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit marché, et après, ce qui nous sauve, c'est qu'on a des abonnés, des lecteurs fidèles, qui sont vraiment fans de la revue, beaucoup de femmes, essentiellement des femmes, des lectrices, merci à elles. Après, il y a aussi des hommes, bien sûr. Mais donc, les abonnés, et puis aussi les ventes sur Internet, grâce à notre site. Quand on sort, c'est vrai qu'on a beaucoup de commandes. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'on tient, et qu'aussi, on a une part aussi de subventions publiques, à peu près 20-25% du budget total, ce qui fait qu'on est indépendant et qu'on ne nous demande pas tel ou tel sujet. On a une belle subvention du Centre national du livre, et aussi de la région Occitanie, via l'organisme qui s'occupe du livre, ici en Occitanie, à Montpellier, Toulouse, Occitanie Livre et Lecture. Mais c'est vrai qu'ils ne demandent jamais à relire, ni quoi que ce soit, et on est vraiment totalement libre, et il n'y a pas de pub. Donc on n'est pas prisonnier de ça, et voilà, c'est 180 pages de lecture. Les gens me disent, oh là là, et qu'est-ce qu'il y a ? Ben voilà, t'as une année pour le lire, Coco. Voilà, donc c'est vrai que c'est une revue d'eau carré collé, 680 grammes. Voilà, d'ailleurs, on le sait, quand on l'envoie, elle est assez chère à envoyer. Elle est assez lourde, ouais. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur ce récit donc, qui est écrit par Didier Goupil, par ailleurs, qui est le régional de l'État, un auteur de livres plutôt connus sur la région, mais aussi un auteur de spectacles, notamment il a écrit pas mal de spectacles autour de correspondance. Je me souviens le spectacle qu'il avait monté autour de la correspondance de Rossellini avec Ingrid Bergman, qui était absolument magnifique. Ils viennent d'écrire quelque chose sur Frida Kahlo. Oui, qui j'espère on va voir bientôt. Qui est en train de finir de se monter. Oui. Les premières seront données en mars ou en avril. À Château-Vallon. À Château-Vallon, avant peut-être un tour de France de ce spectacle. Je crois que c'est Claire Nebou qui joue le rôle de Frida Kahlo. Donc Didier Goupil s'est mis en tête de nous raconter l'histoire assez étonnante de Victor Bérard et Fred Boissonnat, un philologue, un philosophe, un historien. Un helléniste, surtout un traducteur de l'Odyssée. Pour le premier, Victor Bérard, et puis Fred Boissonnat, un photographe suisse. Donc on est au début du XXe siècle. Ils partent sur une goélette pour aller voir aussi les paysages décrits dans l'Odyssée de Homère ont une réalité géographique. Oui, en fait, ça part un peu d'un délire. Alors bon, c'est une sorte d'utopie. C'est très attachant. Alors, Victor Bérard, donc, qui est helléniste, qui est traducteur. Si vous avez des vieilles versions de l'Odyssée, regardez qui les a traduites. Moi, j'ai une vieille version que j'ai de chez mes parents. Elle est de Victor Bérard. Bon, depuis, elle est un peu dépassée, cette traduction. On a fait un peu mieux. Et à l'époque, donc, cet helléniste qui est installé à l'école française d'Athènes, quand même. Donc, c'est quand même une personnalité très importante. Il a cette théorie que, finalement, l'Odyssée, c'est un manuel de navigation à l'époque phénicienne. Et donc, on peut retrouver les traces d'Ulysse et qu'on peut retrouver les sites qu'il a fréquentés. Donc, à l'époque, elle était déjà assez contestée, cette théorie, qu'aujourd'hui, elle est totalement battue en brèche, elle est totalement fausse. Mais à l'époque, il s'entête et donc, il part sur cette goélette, effectivement. Ils partent aussi en train, ils ont des tas de mécènes qui les financent, parce que l'idée est séduisante. Et Fred Boissonnat, à l'époque, c'est un très grand photographe qui est installé à Genève, qui est héritier d'une grande famille de photographes de Genève. Et donc, ils partent
partent tous les deux avec cette même idée de retrouver les personnages, surtout les paysages. Alors par exemple, du côté de Gibraltar, ils croient avoir trouvé la grotte de Circé, là, non pas de Circé, de Calypso, là où Ulysse est plus ou moins prisonnier, enfin quand même, il faut... prisonnier volontaire, prisonnier mais il reste 7 ans de la nymphe, avec qui ils font l'amour régulièrement, mais il est nostalgique d'Ithaque et de Pénélope, etc. Bon, et finalement, grâce à l'intervention divine, il va pouvoir partir, elle le libère. Bon, on dira rien de la période, parce que quand même 7 ans, pour être nostalgique, on a le temps de devenir nostalgique. Voilà, mais simplement, Bérard est persuadé d'avoir trouvé du côté de l'îlot du Persil, c'est un îlot espagnol qui est à quelques centaines de mètres de la côte marocaine, et d'avoir trouvé la grotte de Calypso. Pas très loin du détroit de Gibraltar, justement. Elle est à Gibraltar, voilà. Et donc effectivement, bon, après il y a d'autres grottes de ce type-là où ça aurait pu se passer. En fait, c'est un fantasme, et bon, c'est une théorie qui va être battue en brèche, mais l'idée qui est très bien racontée par Didier Goupil me paraissait intéressante, et surtout qu'on a les images de Fred Boissonnas qui sont aujourd'hui déposées à la bibliothèque municipale de Genève, qui nous a fourni des clichés. On les leur a demandé, on souhaitait telle et telle images, mais bon, ils font le tour de la Méditerranée et donc ça donne un très beau récit avec très belles images noires et blancs. À l'époque, c'est fait à la chambre photographique avec des plaques de verre. Donc c'est vraiment de qualité. Et par exemple, ce récit, d'où vient l'idée de proposer à un auteur toulousain de travailler sur ce récit-là? L'idée, c'est un peu moi qui ai eu l'idée, parce que j'avais lu des travaux universitaires très savants là-dessus, et j'ai dit tiens, ça serait bien de le rendre un peu plus accessible. C'est plutôt entre universitaires qu'on parle de Victor Bérard, de Fred Boissonnas. Sur Internet, il y a des choses, mais bon, c'est pas très digeste pour le public, on va dire le grand public. Donc j'ai eu envie, donc je cherchais un auteur. J'en ai parlé à Didier, qui était enthousiaste et qui s'en est très bien sorti. Voilà. Et avec un deuxième intérêt, outre l'écriture de Didier Goupil, un deuxième intérêt dans ce récit, c'est les photos. Et effectivement, ça donne une idée. Alors, des photos assez étonnantes, parce que la plupart du temps, il n'y a personne sur ces photos. Mais ça donne l'image de lieux complètement vides. Mais il y a une photo en particulier de Taormine vue du cirque, du théâtre grec, avec plongée sur la mer, qui est absolument magnifique. Et on se dit, quand on connaît le lieu maintenant, c'est des lieux qui n'ont pas bougé. Et je me disais, le photographe, est-ce que c'est ça aussi qu'il a voulu montrer dans ses photos, le côté un peu intemporel, le côté immuable. Oui, je pense que c'est ça. Paysages. Je pense que c'est ça. Il a recherché ça. De temps en temps, ils font des photos, mais c'est souvent en relation avec l'Odyssée. Par exemple, à un moment donné, ils font des photos, qu'on n'a pas reproduites, sur un porcher, le fameux porcher qui reconnaît Ulysse quand il revient à Ithaque. Voilà, donc il y a ça. Il y a cette idée-là, les paysans en Grèce. En plus, Fred Boissonnas, le photographe, a une grande passion pour la Grèce antique, et il va beaucoup s'impliquer en faveur de l'indépendance des Grecs par rapport aux Turcs, par rapport à la guerre. Une fois sorti de la Première Guerre mondiale. Voilà, et donc il va travailler avec le gouvernement grec pour essayer, une sorte de favoriser le nationalisme grec contre l'invasion turque. Vous savez qu'il va y avoir un échange de territoires, et la Grèce va perdre des territoires. Il va y avoir un échange de population entre des musulmans et des orthodoxes grecs qui sont en territoire turc. Bon, voilà, il y a ces tragédies de la guerre de 14 et donc il va beaucoup s'impliquer. Voilà, bon, ça on l'a un petit peu traité, mais sans plus, on ne pouvait pas tout parler. Mais il me semble que ces images, comme par exemple l'image de Stromboli aussi, cette montagne, ce volcan à 900 mètres, qui fume. Donc bon, c'est le siège où serait le dieu Éole qui fume le cigare et qui fait des volutes. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé cette image, ce récit intéressant, et donc je cherchais un auteur, et voilà, j'ai trouvé Didier, qui connaissait pas l'histoire, et donc il s'est régalé à l'écrire. Autre option et autre vision des îles méditerranéennes, cette façon de traiter Gaza, la Palestine, et la Palestine à travers une série de cartes qui nous valent une triple page en plein milieu de votre revue. Un dépliant, ce 10e numéro. Curieuse façon d'aborder ce sujet, mais qui est assez lumineux pour comprendre les difficultés que peuvent avoir les habitants de la Palestine et de Gaza pour passer d'un mini-territoire à un autre mini-territoire. Et effectivement, quand on voit les cartes que vous publiez, on a vraiment l'impression d'être sur des îles et des presqu'îles. Et oui, alors on a fait... entouré de mer déchaînée. Voilà, c'est un petit peu provocateur
on a dans un dossier sur les îles de Méditerranée, on a mis l'archipel de Palestine. Effectivement, il n'y a pas d'île en Palestine, évidemment, mais bon, Gaza est accolé à la mer et tout autour, bon, voilà, il y a des barbelés et le territoire israélien, et il y a une impossibilité de sortir. Alors, par contre, en Cisjordanie, il y a effectivement ce territoire morcelé par les colonies, par le mur de séparation, par les routes, par les checkpoints, et je veux dire, rien d'étonnant à ce que les Palestiniens soient finalement un peuple assez casanier, qui bouge pas trop. Ben oui, parce que ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Je veux dire, il faut les laisser passer. Il faut, ou alors les gens qui travaillent, bon, peuvent aller peut-être, voilà. Alors apparemment, les Israéliens veulent desserrer un peu l'étau, mais se déplacer en Palestine, notamment en Cisjordanie, c'est très compliqué parce que voilà, il y a des murs, il y a des portiques, tout est surveillé, voilà. Donc, alors plutôt que de le raconter, c'était la première idée. On a eu cette idée de ce cartographe qui s'appelle Julien Boussac, qui en plus est un travailleur humanitaire, il connaît très bien le terrain, et donc effectivement il a fait on voit ces petits chapelets d'îles, donc d'archipels, avec la grande mer israélienne, qui finalement, voilà, donc après qu'on vienne pas nous accuser d'antisémitisme ou je ne sais quoi, je veux dire, c'est la réalité du terrain, et aujourd'hui Amnesty International aujourd'hui parle d'apartheid. C'est pas nous qui le disons, c'est Amnesty, qui est quand même une ONG, une organisation internationale qu'on peut pas contester, qui aujourd'hui fait campagne sur l'apartheid créé par Israël vis-à-vis des populations arabes, y compris des citoyens israéliens de musulmans. Enfin bon, voilà. Donc il y a cet apartheid. Alors nous on l'aborde à travers la plume également de François Beaune, qui est un écrivain qui est installé à Marseille, qui est quelqu'un qui a vraiment une œuvre. Et donc lui, en fait, il a lu les historiens, les nouveaux historiens israéliens, des gens comme Ilian Papé ou Shlomo Sanz, qui effectivement égratignent l'histoire officielle israélienne. Ils sont eux-mêmes israéliens. C'est des vrais historiens sur le mythe David contre Goliath. Voilà. Bon, après, effectivement, l'expulsion des Palestiniens. Et surtout, il y a une phrase qui m'a beaucoup frappé dans la plume de François Beaune. Il fait parler un historien israélien qui dit que, par exemple, un musulman qui irait en Espagne reconnaîtrait davantage ce que fut la Al-Andalus. Alors c'était au 15e... dans ce fameux royaume... le royaume de Grenade, ou à l'époque des Trois Cultures. Il reconnaîtrait davantage dans le paysage, et notamment dans la topographie, c'est-à-dire les noms de lieux. Il y a des noms qui sonnent arabes. Alors qu'un Palestinien, 50 ans plus tard, après la Nakba, enfin la grande catastrophe, le grand exode des Palestiniens, tout a été fait pour raser les villages, pour effacer la toponymie, et puis pour remplacer tout par, effectivement, des choses israéliennes. Voilà. L'exemple le plus frappant, c'est Jaffa. Jaffa, qui était le port des Oranges, et la plupart des terres appartenaient aux Palestiniens. Et les Juifs travaillaient en bonne entente avec les musulmans, et c'était plutôt les musulmans qui avaient les terres. Là, aujourd'hui... Oui. Il n'y a plus d'orangers, c'est une marque, Jaffa, mais il n'y a plus un seul oranger, ils ont tous été arrachés. Voilà. Voilà, bon, on ne parle pas de ça, mais on pourrait parler aussi de la mécanique de l'orange. C'était d'ailleurs le titre d'un documentaire d'un réalisateur israélien qui effectivement était très dur vis-à-vis de son pays. Voilà, on parle un petit peu de ça, d'où cette idée de carte subjective, où il y a une deuxième carte là qui est un petit peu plus humour noir, où on imagine effectivement la Palestine avec des palmiers, avec des chaises longues, des campings. Voilà, donc ça c'est un petit peu provocateur de notre part, mais bon, quand il n'y a plus que le désespoir, il faut bien un peu se marrer. Et c'est vrai que c'est une option de rédaction forte de prendre le pari que des cartes vont dire plus loin et plus vite qu'un long discours, voilà, qu'un long article. Voilà, on a fait l'article, mais effectivement, les cartes sont ces cartes subjectives qui ne sont pas tant que ça, puisqu'elles expriment la réalité sur le terrain, voilà, qui montrent un peu une réalité sociale, politique, et surtout un déni de la part des Israéliens et aussi de la communauté internationale, qui laisse faire et qui qui s'en lave les mains parce que c'est plus pratique depuis quelques années. Voilà, et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Je dis pas qu'on a réponse sur tout, qui sommes nous pour juger, mais de notre côté, bon voilà, après on peut dire que les Israéliens aussi ont gagné la guerre parce qu'il y avait une agression des pays arabes coalisés, bon voilà, mais de notre côté, ils ont rien fait pour arranger les choses, et la colonisation fait que il y a on avance de façon un peu masquée, et on empiète toujours sur les terres des Palestiniens, et ça crée une situation inextricable qui peut faire l'objet d'une grande violence. Et aujourd'hui, Israël, cadenasse un petit peu tout ça.
Dans notre numéro 5, on avait déjà fait un dossier sur Israël-Palestine et où on disait que Israël avait gagné. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait de cette victoire ? Et 5 ans plus tard, c'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on fait de cette victoire, étant entendu que c'est une victoire donc à la Pyrrhus, peut-être. Sans doute à la Pyrrhus. Donc ce dossier sur les îles, on y lira aussi avec intérêt ce qui tourne autour du mythe du comte de Monte Cristo et donc l'île du Château d'If. Il y a les îles du Frioul qui sont également évoquées dans ce 10e numéro consacré aux îles de Méditerranée. Il y a aussi un dossier sur Majorque. Oui, là, qui est un peu sur le tourisme de beuverie. Voilà, c'est une chose qui existe. Hein. Je me suis demandé si notre sémillant ministre de l'Éducation nationale n'avait pas lu Gibraltar. Il était à Ibiza. Avant de décider d'aller à Ibiza, mais peut-être il s'est trompé. Là, c'est Majorque. Il y a quelqu'un aussi que l'on découvre, c'est le poète Adonis Ali Ahmed Saïd, donc poète syrien, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps dans cette émission, puisque c'est lui aussi qui a écrit des textes pour Lakhdar Anou, le joueur de oud toulousain, et il s'est servi de textes de ce poète. Et on parle également, vous le disiez tout à l'heure, de ce problème d'apprentissage pour des enfants qui vont certes à l'école, mais qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête quand ils sortent de l'école pour vivre. Donc il y a toute cette problématique liée à l'accueil des migrants. Ou alors à l'hôtel, dans des conditions très difficiles, on fait les devoirs dans la salle de bain ou sur le lit. Donc il y a cette problématique-là que vous évoquez dans ce 10e numéro de la revue Gibraltar. Et puis je voudrais terminer avec peut-être l'histoire la plus singulière que l'on a dans cette revue cette fois-ci. C'est l'histoire de ce Catalan qui a quitté l'Espagne à la quasi-fin de la guerre civile pour se réfugier en France, qui très vite est devenu un résistant, membre du réseau combat, et il faisait passer, parce qu'il connaissait très bien la région, il faisait passer de la nourriture, des armes, et aussi des soldats, des Anglais qui partaient vers le Portugal pour repartir en Angleterre. Donc il leur faisait passer la frontière et les Pyrénées. Cet homme qui a été arrêté par la Gestapo, envoyé dans un camp de concentration en Tchécoslovaquie, qui n'en est pas revenu. Non. Et dernièrement, on s'est aperçu que sa personnalité, son nom avait été emprunté, son histoire avait été falsifiée, empruntée par quelqu'un qui se réclamait lui aussi du même trajet, sauf que pour lui c'était faux. Voilà. Alors c'est une histoire incroyable. Alors donc le fameux passeur de Moreiras, dans les Pyrénées-Orientales, à côté de Céré, s'appelait Enric Moner. Donc on a voulu... Donc natif de Figueras. Natif de Figueras. Donc en fait, la plupart de sa vie, il a passé la frontière. En fait, il connaissait très bien la frontière et tous ces chemins. Donc il faisait de la contrebande, sans doute de bétail, on n'en est pas très sûr. Et donc il est né à Figueras. Et en fait, le début du récit que j'ai écrit démarre par un hommage de la ville de Figueras, qui rend hommage à ce déporté qui n'est pas revenu, et en posant ce qu'on appelle un Stoppelstein, c'est-à-dire en allemand, c'est en fait un pavé du souvenir. Donc c'est un nouveau mouvement là depuis quelques années, où on pose un fixe avec un ciment à prise rapide, un pavé en béton avec dessus une plaque en laiton où on explique qu'ici a vécu par exemple un lieu de naissance ou telle personne, et qui est mort, qui est pas revenu des camps de concentration allemands. Et en Allemagne, c'était aussi pour marquer les opposants au régime nazi, et ces pavés étaient posés devant les lieux d'habitation c'est un ou phénomène d'arrestation d'opposants. C'est un phénomène. Donc ça s'est passé à Figueras. Donc l'histoire, moi je la fais démarrer là-dessus, mais en fait elle démarre bien avant. Elle démarre en fait avec un roman d'un romancier espagnol qui est très traduit en France, qui est
publié chez Actes Sud, qui s'appelle Javier Cercas, qui a écrit Les Soldats de Salamine, le Monarque des Ombres, et j'en passe. Il a écrit beaucoup de choses sur la guerre d'Espagne. Et donc, il a écrit en fait une grande enquête très fouillée, presque un peu labyrinthique, sur un type extraordinaire. Alors, le roman, c'est L'Imposteur. Voilà. Et alors, L'Imposteur, en fait, c'est un faux déporté qui était président, alors il faut s'accrocher, parce que c'est compliqué, qui était président de l'amicale de Mauthausen à Barcelone. Mauthausen, c'est un camp en Autriche où beaucoup d'Espagnols, de républicains, de rouges sont morts, ont été déportés. Bon, moi-même, j'ai connu des gens qui ont été à Mauthausen. Bon, peu de gens ont survécu. Enfin, je veux dire, les gens qui ont survécu, qui ont pu sortir, bon, aujourd'hui, ils sont plus de ce monde, parce que voilà. Et puis souvent, ils ont eu des vies brèves. Voilà. Et donc, ce roman, où on parle de Enric Marco, qui est traduit en français, qu'on peut lire, qui date à peu près de 2014, 2015. Et en quelques lignes, il est question d'un autre Enric Marco, puisque c'est l'identité de Enric Moner, c'est l'identité que le faux déporté, donc le fameux président de l'amicale, en fait, a usurpé assez tardivement pour se fabriquer un passé. En fait, ce monsieur est un grand menteur. Il s'est prétendu déporté. En fait, il était travailleur volontaire en Allemagne pour l'État espagnol. Et en fait, il essayait de nettoyer son passé puisqu'il avait été opposant, il avait été soldat républicain. Voilà, on ne peut pas lui reprocher ça. Mais bon, il a essayé de laver son passé. Et après, bon, il est presque allé au sommet de l'État. C'était une personnalité qui passait dans les médias et qui expliquait que, effectivement, la déportation, c'était très moche et tout, et qu'il fallait plus revivre ça. Et donc, quand on a su qu'il avait menti sur son passé, évidemment, ça donne des arguments aux révisionnistes en disant tout ça, ça n'a pas existé, les chambres à gaz, etc. Donc, ça a été un énorme scandale en Espagne, d'où le roman de Cercas, qui arrive quelques années après, et qui est fait en tête-à-tête avec ce fameux faussaire, qui est un type, un grand comédien, qui arrive à mentir, qui essaie sur des demi-vérités, etc. Et donc, nous, on n'a pas voulu parler de ce monsieur, Enric Marco, mais plutôt de celui qui est cité en quelques lignes, qui s'appelle Enric Moner. Et donc, c'est à partir des recherches d'un professeur de dessin et d'art plastique de Bilbao, qui s'est pris de passion pour ce Enric Moner, pour le passeur de Morellas. Et on a fait toute une histoire autour de ça. Bon, je ne vais pas tout révéler, parce que c'est un peu long. Mais voilà, donc on a voulu rendre hommage à ce monsieur. Et d'ailleurs, il a fait un énorme travail dans les archives de la déportation en Allemagne, à Caen, les archives des Pyrénées-Orientales, les archives en Espagne également. Et il a réussi à donc recréer, retracer tout le parcours de cet homme et de retrouver également la famille, les descendants de ce monsieur qui habite toujours autour de Perpignan. Du côté de Céré. Et du côté de Céré et surtout en Cerdagne, où il a 2 enfants, enfin des gens âgés aujourd'hui, qui ont 85, 90 ans, et voilà, et qui nous sont d'ailleurs très reconnaissants d'avoir évoqué la figure de leur père, dont on publie le portrait, qui n'avait jamais été publié. Donc voilà, tout ça, c'est lisible donc dans le 10e numéro de Gibraltar, une revue annuelle donc dirigée par Santiago Mendieta, qui était notre invité du soir, revue chaudement recommandée par la maison. Et effectivement, avec ce numéro, vous avez de la lecture pour un petit moment et de quoi attendre tranquillement l'année prochaine pour que sorte le 11e. Et oui. Merci Santiago d'être venu Merci nous pour parler de ce 10e numéro et à très vite. À très vite, à bientôt.
la mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Bonsoir Gaël Cérez. Bonsoir. Vous nous téléphonez depuis le huis clos de votre salle de bain, je suppose, pour être tranquille et donc pour nous faire une nouvelle chronique de l'actualité toulousaine. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du journal en ligne Média Cité. Et aujourd'hui, si j'ai bien compris, on va parler de cuisine et de tambouille, mais de mauvaise tambouille. Oui. C'est vrai que je me suis dit, en choisissant mon sujet aujourd'hui, enfin mes sujets aujourd'hui, c'est qu'on reproche souvent à la presse de passer d'un sujet à l'autre sans suivre les évolutions au fil des semaines ou des mois. L'accusation est parfois fondée quand on peut être pris dans les tourbillons de l'actualité et puis oublier de suivre une histoire de bout en bout. Alors pour pas fréter le flanc à cette critique, voici quelques nouvelles de sujets qu'on a déjà traités, tout au long de l'année passée. Et jusqu'à très récemment encore, c'est une brève d'ailleurs qu'on vient de publier sur notre site, qui fait référence à la grève en cours à l'hôpital des enfants de Toulouse. Donc c'est pas celle-là qui parle des mauvaises tambouilles de cuisine, mais j'y viendrai dans la deuxième partie de cette chronique. Pourquoi je vous reparle de la grève en cours à l'hôpital des enfants de Toulouse? Parce que comme un sujet important, les enfants. Dans cet établissement, le personnel réclame des embauches en urgence depuis un mois. Pour rappel, pour vous donner une idée de la situation, les infirmières sont censées s'occuper de 2 enfants par soignante au maximum, et actuellement, elles ont 8 en charge simultanée, donc forcément, c'est pas du tout la même chose. Alors, malheureusement, du côté des revendications de recrutement, pour l'instant, il y a rien qu'à bouger. Il n'y a pas d'argent magique en vue à l'hôpital des enfants. Mais par contre, on a appris très récemment que la direction avait amputé une partie de la paie des salariés non grévistes. Que les salariés grévistes ne soient pas payés leur jour de grève, c'est le jeu, mais pour les non-grévistes, c'est quand même assez fort de café. En fait, ces derniers étaient au repos en arrêt normal, quoi, en congé, lors de la première semaine de grève, et la direction les a considérés comme grévistes. Du coup, 70 à 140 € de moins sur leur bulletin de paie de janvier. Ça fait forcément pas plaisir. Si on multiplie ça par 30, peut-être que ça va suffire à embaucher une soignante de plus. Je sais pas, c'est peut-être l'idée. On ne sait pas parce que la direction nous a pas répondu. Alors, c'est peut-être une erreur administrative. On peut l'espérer, sinon c'est une tentative de crowdfunding sauvage. Ah oui, peut-être. On aimerait bien le demander à la direction, mais le CHU, comme la préfecture, comme le rectorat, ne répond pas souvent. Ils nous répondent parfois, mais là, en l'occurrence, ils nous ont dit on ne sait pas encore si on va vous répondre. Donc, pour l'instant, de fait, on n'a pas eu de réponse de leur part. Du côté des syndicats, en tout cas, pour les syndicats, c'est un peu une mesure de rétorsion, quoi, de pression sur le personnel. Les agents en question, eux, ils ont fait un recours pour récupérer leurs sous, parce que ce sont des agents qui sont à temps partiel, entre 50% et 80%, donc leurs salaires sont déjà pas très élevés, et perdre 70 à 140 € sur la fiche de paye, oui. Ça l'entame pas mal. Du tout. Donc ça, c'est pour la grève des hospitaliers à l'hôpital des enfants de Purpan, en grève depuis début janvier. Depuis un mois, depuis début janvier. Ça, c'est la première actualité que vous vouliez traiter. L'autre actualité, je le disais en début d'intervention, concerne plutôt les restaurants et les grands restaurants toulousains. Enfin, quand je dis grand, je veux dire là où il y a beaucoup de monde. On ne parle pas forcément de grande cuisine, mais on parle de cuisine à l'abattage pour faire rentrer le plus de personnes possible avec un petit côté clinquant. Ça, c'est la façon dont je ne sais pas, parce que moi, je vois les choses. Dans les 7 restaurants du groupe dont je vais vous parler, j'ai testé un seul des restaurants.
C'était correct. C'était un peu cher, mais voilà. c'était correct. On va le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est si vous parlez de chacun celui les qui est goûts, un peu en altitude et qui a une jolie vision sur les toits de Toulouse. J'ai testé celui-là. Je suis à peu près sur le même constat que vous faites. En tout cas, bon, trêve enfin, mettons fin au mystère. De qui va-t-on parler? C'est du groupe All for You. Alors, c'est encore une histoire d'argent, une histoire de sous. Là, c'est l'argent, pas qu'ils réclament, mais qu'ils doivent à l'État en l'occurrence. All for You, c'est donc un groupe toulousain qui gère 7 restaurants. Alors la biche sur le toit, j'ai un petit doute d'un coup, mais il y en a un qui est assez connu, c'est la compagnie française. Voilà, mais la biche sur le toit aussi. Bon, il y avait, c'était en coproduction avec Michel Sarang, mais c'était bien le groupe All for You qui a la biche sur le toit. Alors, bon, je n'ai pas eu le temps de le vérifier, parce que sur les 7, je ne sais pas s'il y a la biche sur le toit, mais je peux le vérifier en 2 secondes, en direct sur la magie d'Internet. Et ah oui, effectivement, ça fait partie du groupe. Je voulais pas te dire de bêtises parce que ça aurait pu être une cogestion. Mais bref, donc il y a effectivement ce restaurant, il y a le Chez Lala, etc., etc. Mais bon, c'est pas pour faire la publicité de ces noms que je voulais vous en parler. En fait, ce groupe de restaurateurs, il a défrayé la chronique en début d'année dernière. Quand leur procès a eu lieu, parce qu'après enquête des services fiscaux et de la police, on s'est aperçu que les restaurateurs avaient escamoté une partie de leurs recettes annuelles en utilisant un logiciel d'encaissement qui leur permettait de trafiquer les notes des clients qui payaient en liquide. Par exemple, si j'avais une note de 100 €, elle était, disons, officiellement sur le client recevait 100 € sur sa note, mais elle était enregistrée comme 50 €, mettons. De mettre l'argent escamoté dans une caisse noire, de ne pas payer d'impôts. D'impôts dessus. Petite astuce, elle leur a quand même permis d'éluder 2,5 millions d'euros d'impôts et de cotisations URSSAF. Quand même, qui leur a permis de financer un train de vie relativement fastueux. Bon, ils n'avaient pas de yacht à Cannes, hein, mais quand même, j'invite en fait les auditeurs à lire nos articles sur le sujet pour se faire une idée, parce comme on a suivi le premier procès, tout ça a été assez détaillé, c'était assez fou quand même. Bon, donc, premier procès qui a eu lieu en début d'année dernière, évidemment, ils ont été condamnés, sauf qu'il y a eu appel. Et puis, l'actualité du moment, c'est que l'appel vient d'avoir lieu. Parce que du coup, en première instance, le 2 avril dernier, ils ont été reconnus coupables et condamnés à 3 ans de prison, dont 10 mois ferme, et 50 000 € d'amende. Alors, dans les temps qu'on suivit, les semaines, le parquet, le ministère public et les prévenus ont fait appel. Le parquet parce qu'il avait requis une interdiction d'exercer pour ces restaurateurs fraudeurs, pour qu'ils puissent plus gérer de restaurants ou d'entreprises. Et les seconds, parce qu'ils ne voulaient pas aller cohabiter en prison avec des petits vendeurs de shit. Il y a eu un nouveau procès dans la cour d'appel de Toulouse. Et ce mercredi, le jugement a été rendu. Alors, sans surprise, les trois associés, je me concentre sur eux, il y avait d'autres personnes qui étaient jugées au départ. C'était pas les accusés principaux. Donc, les 3 associés ont été reconnus coupables, mais ils n'iront pas en prison. Ils écopent 2-3 ans de prison, mais avec sursis. Aucun mois ferme. Donc, la principale différence, alors, ils devront quand même payer 50 000 € d'amende, mais bon, quand on sait que leur salaire officiel s'élevait à 11 000 € brut avant la crise, c'est les années fastes, je ne sais pas aujourd'hui, ça a peut-être changé quand même, et que à côté de ce salaire officiel, ils touchaient chacun 15 000 € en liquide, de leur propre aveu, 25 000 € par mois, relativement, l'amende paraît beaucoup moins importante. Quoi. Donc, bon, Et l'interdiction de gestion, elle a été prononcée ou pas? L'interdiction de gestion, c'est ça la grande surprise c'est les 2 surprises du verdict.
pas de prison ferme et pas d'interdiction de gestion. Alors ils ont été condamnés à des peines d'inéligibilité, ce qui fera qu'ils ne pourront pas être juges consulaires, donc au tribunal de commerce ou bien juges au prud'homme. Bon, je ne sais pas si c'était dans leur plan. C'est vrai que ça aurait été un peu bizarre que des personnes condamnées pour fraude fiscale aillent siéger au prud'homme, oui. Ça aurait été assez baroque. Bon, en tout cas, cette condamnation qui est inscrite à leur casier, je le précise parce qu'ils avaient demandé à ce que ça ne le soit pas. Bon, là-dessus, le tribunal a pas tranché en leur faveur, c'est un peu normal quand même. Mais à la sortie de l'audience, l'un des condamnés, Philippe Lacassagne, a carrément pris son avocat dans ses bras tellement il était heureux. Je l'ai même entendu dire bon allez on va aller boire un verre pour fêter ça. Gros soulagement. Hein. Bon on le comprend hein, vu l'état des prisons toulousaines entre surpopulation, violence endémique etc. Personne n'est content d'aller en prison, mais bon, peut-être que... Oui, on le comprend aussi quand on sait les sommes qui étaient en jeu. Et effectivement, on peut trouver que la sanction est légère par rapport aux sommes qui étaient en jeu dans cette fraude. Oui, et puis bon, alors, je vais y revenir, je voulais faire un lien, mais je vais d'abord dire la suite, parce que là, on a interrogé quand même l'avocat de ces personnes, donc Maître Momasso, qui dit que c'est une décision juste de la Cour qui tient compte du fait que ses clients ont remboursé les sommes éludées. Alors bon, il est un peu allé vite en besogne, parce que dans les faits, effectivement, les 3 entrepreneurs ont remboursé 460 000 euros qu'ils devaient à l'URSSAF, et près d'1 million d'euros aux impôts, mais le total c'est 2,5 millions. Donc il y a encore un petit million d'euros à trouver. Bon, ils ont des appartements, etc., qui pourront vendre, donc puis j'imagine qu'ils ont un échéancier. Mais c'est intéressant de voir par rapport à la première nouvelle que je donnais tout à l'heure. À l'hôpital public, on manque d'argent pour embaucher des soignants, et de l'autre côté, du côté de l'activité économique, ils durent et méritent leur gain, il n'y a pas de problème là-dessus, mais on fraude l'impôt qui est dû, et du coup, c'est pas les seuls à frauder, mais la fraude, elle empêche de payer, de financer les services publics. C'est assez direct quand même comme lien. Donc voilà, c'est pour ça que ces 2 affaires qu'on a suivies, elles ont un lien qui est celui-là, je trouve. Très bien, mais je ne saurais conseiller aux auditeurs, pour en savoir un peu plus, d'aller voir du côté de Médiacité sur le net la totalité de ces articles-là, et puis Gaël, on va se dire à une quinzaine de jours, peut-être dans ce studio. J'espère en tout cas. Voilà, et ça sera peut-être... Et puis je pense qu'on reparlera de ces 3 personnes, ou peut-être l'une d'entre elles, parce que c'est l'un des volets en affaire qui est en cours de jugement. Il y a plusieurs volets dans ce dossier, et l'une des autres affaires est en cours d'instruction, donc si c'est pas dans l'année qui vient, ce sera peut-être dans les ans qui viennent. On en reparlera dans les saisons prochaines de Carmel Mou. Très bien. À très bientôt, Gaël. Bon week-end. Au revoir.
Voilà, on vient d'écouter Tabanar avec un morceau d'ici, extrait d'un album éponyme qui s'appelle également donc Tabanar. Et derrière Tabanar, c'est un duo assez féroce. Tim Alcorn à la batterie, Bastien Andrieux au clavier. Morceau enregistré il y a très peu de temps, qui est sorti dans la semaine. Je pense que l'album a été enregistré il y a 15 jours, une nuit. Ils se sont réunis dans un studio, ils ont mis les appareils d'enregistrement en route et vogue galère, et on a droit à une dizaine de morceaux aussi féroces que le morceau qu'on vient d'écouter, électro pour Andrieux et batterie pour Alcorn, et l'ensemble est absolument gigantesque, ça pète dans tous les sens. Vous pouvez aller chercher ça sur Bandcamp, c'est un album qui est laissé à la disposition des gens, et ils donnent ce qu'ils veulent. Donc Bandcamp, vous tapez Tabanar et vous avez donc cet album qui est incroyable. Voilà, et puis puisqu'on parle de Tim Alcorn et de Bastien Andrieux qui jouent régulièrement eux dans un bar qui est derrière la Halle aux Grains et qui s'appelle le Beers House, on va donc parler des concerts avec ce soir. Par exemple, du côté du Ring, route de Blagnac, on pourra voir Hier arrive bientôt par l'Atomita Company, un spectacle proposé par la Grainerie, donc lieu cirque à Toulouse, autour de l'absence de l'être cher. C'est un spectacle qui commence à 20h. À la Cave Poésie, à 21h, monologue littéraire avec Mort à crédit, le texte de Ferdinand Céline, lu et joué par Ismaël Ruggiero. Au minimum, nouveau lieu, 66 avenue des Minimes, pas très loin du café Ginette. On pourra écouter Happy Gypsy Trio, 2 guitares, une contrebasse pour un répertoire manouche, balkanique et oriental, avec Thierry Di Filippo et Mario da Silva aux guitares et Youssef Ghazal à la contrebasse. Début du concert à 19h30. À 21h au Taquin, Congé spatial, duo saxophone piano plus effet électro. Congé spatial, le nouveau projet du pianiste Étienne Manchon et du saxophoniste Pierre Lapran. Musique traditionnelle irlandaise aux Dubliners avec The Barkeys qui joueront ce soir leur premier concert à 21h. Toujours ce soir au Ravelin, mais pour le moment le Ravelin n'est pas ouvert. On attend avec impatience sa réouverture à partir du 16 février, puisque le 16 février normalement fini les jauges assises. On pourra donc assister à des concerts debout, et c'est l'ensemble des salles toulousaines qui d'un coup vont se réveiller ce soir quand même au Bijou. On pourra écouter de la chanson à 21h30 avec Johanna, une chanteuse et joueuse d'accordéon préparée pour un répertoire évoquant la place de la femme dans la société, le harcèlement, la violence conjugale. Donc ce soir à 21h30 au Bijou, Johanna. À 20h30, on pourra écouter Alice Bénard en trio à la Candela. Alice Bénard dont on a écouté un morceau juste à la fin de l'interview de Santiago Mendieta. Alice Bénard qui était notre invitée la semaine dernière, et donc qui se produit ce soir en trio à 20h30 à la Candela. Et puis à l'Escabelle, à 20h, on pourra écouter un artiste de slam et une pianiste. L'artiste de slam, c'est Franz Bro. La pianiste, c'est Agathe Mengi. Et tous les deux, ils ont concocté un répertoire autour de la musique de Yann Tiersen à aller écouter d'urgence. Ça, sur le papier, ça a l'air assez terrible. Et c'est à 20h, donc, à l'Escabelle. L'Escabelle, c'est le nouveau café qui a pris la place de chez ta mère, café qui a été longtemps la place forte de la chanson à Toulouse et qui n'existe plus déjà depuis 3-4 ans. Et puis pour finir, je vous annonce le concert de demain soir à Maison Blanche, pas très loin d'Escabelle, donc pas très loin de la place Arnaud Bernard. Maison Blanche qui demain soir programme un groupe de jazz toulousain qui s'appelle Fibre et dont on écoute tout de suite un morceau.
véritable, du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout de s'enfler avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Et voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter l'émission sur YouTube ou sur Facebook, adresse Caramel Mou Campus FM. Demain, vous retrouvez Philippe Léauger, qui sera avec moi pour la deuxième partie de sa liste, avec une surprise à la fin de cette deuxième partie. Paul Benaïm a une nouvelle fois réalisé l'émission de ce soir. Paul, que vous pouvez retrouver tous les mardis à 21h dans son émission musicale éclectique et pointue, La Brèche. Et Paul, de quoi qu'elle cause, La Brèche la semaine prochaine? J'avais pas trouvé avant tout à l'heure, je réfléchissais pendant l'émission, et vu que c'est le lendemain de la Saint-Valentin, je vais faire une sélection sur l'amour à la française avec de la chanson française poésie sur l'amour. Ouais, un spécial crooner, ça risque d'être croquignolesque. Juste après Caramel Mou, c'est-à-dire dans 3-4 secondes, vous retrouvez l'incredible Little by Little Show avec Jean aux manettes. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est une confidence. Ce soir, Jean, il est pas très content. On va voir un peu ce que ça donne au niveau de ses platines. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec Annabelle Ténez qui évoquera l'exposition Tosquelles actuellement visible aux abattoirs. Salut les filles. Caramel. Caramel.